Bonjour, bonjour mes chères spectatrices, mes chers spectateurs. Je suis Isabelle, la directrice du cinéma Les Grandes Actions. Et c'est un immense plaisir de vous accueillir ce soir, oui maintenant on dit ce soir dès 18h, à l'occasion de la séance de The Wicker Man. The Wicker Man, film magnifique de Robin Hardy, sorti par Lost Film, magistralement animé et créé par Marc Henry, qui fait un travail absolument super. On s'est trompé de ça. Je vous en prie. Wickerman était génial. Merci. Donc on peut applaudir Marc Henry de Lost Film qui fait un travail absolument formidable. Marc Henry arpente l'histoire du cinéma et vient nous présenter les pépites qu'il a dénichées, des films qui sont souvent oubliés et qui sont absolument remarquables dans The Wicker Man. Moi, je suis une fan absolue, d'ailleurs, vous voyez, je le porte sur moi. Aujourd'hui, Marc nous a fait l'amitié de nous amener Kevin Collette. Kevin, c'est une grande joie de vous accueillir, venez donc nous rejoindre, une grande joie de faire votre connaissance. Nous venons d'avoir une discussion absolument endiablée, passionnante, et Marc, non seulement qu'il déniche des films magiques, mais qu'il déniche aussi des intervenants passionnants. Alors je te laisse présenter Kevin. Viens à mon côté. En fait, écoutez, déjà dans l'ordre, merci d'être venu, d'avoir choisi ce film, cette salle. C'est ici qu'on aurait dû sortir le 4 novembre, le 16 décembre, et voilà, on est là, fin prêt, c'est ce que je disais tout le temps, qu'on était prêt pour la sortie. Non, je vais faire très vite parce que pour une fois, je ne sais pas moi qui vais discuter avec vous, vous présenter le film. Juste pour vous dire, en fait, moi, ma société s'appelle Lost Film. Celui-là, en plus d'être perdu, il a failli être surtout mort-né et surtout maudit, puisqu'il a failli ne jamais sortir. Et je me suis penché dessus. C'est un film dont j'avais toujours entendu parler, mais qui était vraiment dur à voir. Et c'est à la sortie de Midsommar qui m'avait assez bluffé. Et en lisant un petit peu les interviews d'Ari Aster, le réalisateur de Midsommar, qui avait fait aussi un premier film qui s'appelle Hérédité, il revenait sans arrêt dans son interview sur l'influence déterminante de Wickerman. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà vu Midsommar parmi vous? Donc voilà. Ah oui, quand même. Et voilà, et maintenant il y aura plus de spectateurs de Wickerman. Vous verrez à quel point il y a des filiations évidentes. Et en fait, il y a plein de... Depuis que je prépare la sortie du film, je me rends compte que moi je suis juste un passeur et que c'est ce que je disais à Kevin, qui est un journaliste de cinéma et qui a arrêté la critique depuis quelques années. Il a circulé entre diverses revues et magazines et supports. Et ce film, en fait, il existe que grâce à des passeurs et des personnalités fortes qui l'ont défendu, vaille que vaille. Et juste, je voulais tirer mon chapeau très rapidement à... Je pense que les deux papas du film, en France et bizarrement dans le monde, ce sont Alain Chlokoff, le fondateur de l'Écran Fantastique, et Jean-Pierre Dionnet, qui a papillonné dans le cinéma, la télé, le rock, la BD, et qui travaille encore beaucoup, qui s'active beaucoup sur ces sujets-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, en 1973, le film, quand il a été fini, c'est un premier film, The Wicker Man, il a failli ne jamais sortir. Les studios EMI, enfin la société EMI qui venait de racheter le petit studio qui avait fait ce film-là, ne voulait pas le sortir. Et très en colère, Christopher Lee a décidé de proposer à son ami Alain Chlokoff, sur un festival qui ne s'appelait pas encore le Festival du Grand Rex, qui était déjà le Festival du film fantastique de Paris. Il a eu le Grand Prix. Et c'est autour de ce Grand Prix, donc ce festival a été créé par Alain Chlokoff, qui allait après monter l'écran fantastique. C'est suite à ce prix-là qu'il y a eu l'idée que quand même il faudrait l'exploiter. Un film qui a un prix, d'un seul coup, c'est un intérêt pour les producteurs. Et en fait, moi la semaine dernière, à la fin de ma première journée d'exploitation, je suis venu présenter le film à 3 séances ici, j'ai reçu un mail d'un monsieur que je ne connaissais pas, sinon de loin, comme plein de gens qui signent des articles depuis des années que je suis cinéphile, que je lis soit Ciné Life, Première, Starfix, Positif ou Studio Magazine, voilà, quand j'étais plus jeune. Et on a une amie en commun, et puis il m'a déclaré son amour un peu du film, et je me suis dit, voilà, il faut qu'il en parle, parce qu'il a eu la chance de rencontrer Christopher Lee ou d'autres membres du casting à diverses occasions.
Donc je vous laisse vous dire quelques mots, et puis surtout je vous laisse découvrir le film, et on reparlera ensuite après, on aura plein d'anecdotes, j'espère. Voilà, oui, des anecdotes. Oui, il marche, il est branché. Il est branché, oui. Donc, merci Marc. Oui, j'aime beaucoup le terme de passeur parce que c'est effectivement ce qui me définit aussi, de dire fan des cinémas fantastiques et espérant faire partager sa passion aux gens, quoi, tout simplement. Et pour revenir à Wicker Man, oui, en fait, moi ce qui est très marrant, c'est que je l'ai découvert sur le tard et je l'ai découvert en plus. Ça marche bien. Je vais peut-être Ouais. vous le rapprochez. Peut-être, attends. Parce que j'ai pas appuyé sur le. Oui, il est marché, voilà, rapproche-le. Voilà. Là, c'est mieux. C'est un masque très filtrant. Voilà. Radiation, tout ce que vous voulez, ça passe pas. Bref, oui, je disais que j'ai découvert le film sur le tard, puisque je l'ai découvert à Londres, mais sous forme de DVD, et en 2006. Puisque à l'époque, le Guardian, donc, qui est un des quotidiens machin, avait offert le disque en cadeau bonus pour son édition du week-end. Et bon, j'avais entendu parler du film en question, puisque bon, je suis aussi un vieux lecteur de Creepy, donc Evelda, toutes les revues qui existaient dans les années 70, qui ont été celles sur lesquelles on comprend les confrontastiques, la et compagnie. Donc je me suis précipité là-dessus et j'ai découvert comme ça. Et je suis tombé amoureux fou de ce film, puisqu'il allait complètement à contre-courant. Bon, d'ailleurs, on en parlera un peu après. Il est sorti à l'époque où la Hammer, donc, qui était la firme anglaise britannique numéro 1 en production de films fantastiques, était un peu sur le déclin. Ils ne savaient plus trop quoi faire. Bon, ils avaient monté les Dracula contemporains qui marchaient comme ci, comme ça. Et Christopher Lee en avait vraiment ras-le-bol. Tu sais quoi, j'ai coupé parce qu'il y a une amie dans la salle qui s'occupe de distribuer ces films-là et qui les a édités. C'est Tamasa qui a fait un coffret déjà autour de la Hammer. Ils auraient dû sortir en même temps que nous en salle, et ils ont quand même sorti un premier coffret, et je pense qu'ils les proposeront pour Halloween l'année prochaine. Oui, ça On nous dira les titres exactement. On doit être en contact via Internet aussi, parce qu'il me semble que j'avais échangé quand j'avais entendu parler du premier coffret. Et on m'avait dit qu'il y avait d'autres titres, elle avait dit oui, spécialiste de la Hammer, j'adore ça, tout ça. Donc, t'étais fait pour venir ici. Clairement, merci Marc. Et donc, pour faire court, voilà, je trouve que le Wicker Man a vraiment un statut complètement à part dans l'histoire du cinéma tout court. Il n'y a pas seulement le cinéma fantastique ou le cinéma british. Et il mérite d'être vu dans une belle copie. D'ailleurs, pour vous dire, j'ai même très bien fait mon travail parce que je me suis retapé avant-hier le remake avec Nicolas Cage. C'est très dur, donc voilà, enfin bon, au deuxième degré, ça passe mieux. Mais ça prouve déjà que la trame du film reste complètement intemporelle et que c'est un classique. En fait, ce qu'il faut savoir pour aller très vite, là, ce que vous allez voir, c'est ce qu'on appelle la version Final Cut, qui dure 1h34. Donc le film, dans les années 70, est sorti dans une version raccourcie et en double programme. Ah oui, pardon. Ça marche mieux. Et en double programme avec Ne vous retournez pas. La première exploitation du film dans son propre pays a eu lieu dans une version raccourcie d'1h25. Donc pendant longtemps, la version visible durait 1h25. Pour les 40 ans du film, le BFI a décidé de fêter en grande pompe ce film qui était vraiment devenu culte dans le cœur de plein d'Anglais. Et ils ont fait une restauration pour essayer de revenir à la version initiale qui n'a jamais été montrée, qui durait 1h40. Et là, on est dans un entre-deux. Ça s'appelle Final Cut, pas parce que le réalisateur a décidé de la remonter à sa façon, comme j'ai envie de dire Coppola ou Cimino ont fait leur Final Cut de temps en temps. C'est la Final Cut parce qu'on ne peut pas faire mieux que cette version finale-là. C'est-à-dire qu'arriver au bout d'un objet complet, restauré avec le négatif de A à Z sur 1h40, on ne peut pas. On arrive à 1h34, qui est la version-là. C'est pour ça que vous verrez, même dans cette version-là, ne serait-ce que la séquence d'ouverture. Alors soyez attentifs parce que ça se passe dans une église et le prêtre, c'est le réalisateur qui fait une apparition dans cette séquence-là. Cette séquence-là n'existait pas pendant longtemps dans la version qui était montrée, dans la version courte, 1h25. Et elle vient d'un autre élément, ce qui n'est pas négatif. Vous allez voir de temps en temps dans le film, il y a des petites scènes comme ça qui dénotent un petit peu à cause de l'élément d'origine qui a été restauré et intégré dans cette version-là. Voilà, je vous laisse tranquille, découvrir le film. Je pense que vous allez sortir différents après, et puis comme ça on pourra échanger. D'habitude, on n'a pas le temps d'échanger, les gens ils sortent, et puis là on a fait exprès de faire un petit truc après, et puis il y aura des petits cadeaux aussi pour tous ceux qui sont là. Et à la fin c'est toujours prévu, on en brûle un au hasard.
Ah, faut pas le dire ça. Merci. Merci. Merci beaucoup, Marc. Merci, Kevin. Et donc, nous retrouvons Marc et Kevin pour échanger après le film et recevoir donc éventuellement quelques cadeaux. Excellente projection. Il y a des petits badges, il y a des affichettes et vous avez des cartes postales collecteurs dont Tu entends, Marc et Kevin a dit très belle goutte. Bon, alors, donc, je vais vous laisser entre les mains expertes de Marc et Kevin pour un échange qu'on va limiter à 20 minutes. Couvre-feu oblige. Kevin, à toi. Après c'est vrai que nous, on a beaucoup de choses à dire, mais on sera content d'avoir vos retours. Pendant des mois, j'ai un peu appris à vivre avec le film et à l'apprécier de plus en plus. Mais c'est vrai que la première fois, quand je l'ai découvert, tu avais vu Midsommar? Non, je ne l'ai pas encore vu. Je l'ai acheté, parce que tout le monde m'a dit effectivement qu'il y avait un rapport flagrant. Je n'ai pas encore vu. Et c'est vrai que moi, en fait, je cherche toujours une bonne idée d'un film à proposer. Ma précédente sortie, c'était Ragtime de Milos Forman, qui était un film aussi un peu passé inaperçu, enfin qu'on ne trouvait plus en vidéo ou en salle, ou qui passait peu à la télé, mais que tout le monde imagine ce que c'est, The Wickerman. C'est vrai qu'il faut aller vers le film quoi, pour le découvrir. Et donc maintenant, voilà, pour ceux qui connaissaient Midsommar, vous voyez un petit peu la parenté. Et après, c'est vrai que les fans absolus de Wickerman sont très en colère, des fois, contre Ari Aster, parce qu'en effet, il a pompé, pioché, mais bon, après, moi je pense que c'est plus compliqué que ça, et là où je suis content, c'est que, c'est ce que je disais tout à l'heure, le film, ce qui décolle à la peau, c'est son identité, son ADN de fantastique, alors qu'au fond, le fantastique que vous voyez, il est très quotidien, c'est pas un fantastique de la Hammer, justement, c'est ça qui a toujours plu à Christopher Lee. C'est ce que j'allais dire, justement, ça va à contresens par rapport à tout ce qui se faisait dans la production anglaise de l'époque, et c'est ça qui a créé un électrochoc, d'ailleurs, que le film a fait une réputation sulfureuse dès le départ, puisqu'il y a pas de vampire, il y a pas de monstre. Peut-être plus près, ou si tu veux. Oui, pardon. On peut mettre le micro? Oui. C'est mieux là? Ouais, il faut que vous le rapprochiez, Kevin. Ouais. Encore plus. Voilà, comme ça. Mais là, mais ça continue. C'est un micro qui est hyper sensible à la proximité. Donc peut-être que vous pourriez échanger, non? Si, Après, je pense que c'est moi qui si tu touches. Vous m'entendez là ou pas vraiment? Oui. Non, je contre, vraiment, je pense que ça va bien. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, c'est un film qui était un électrochoc. Oui, c'est ça, oui. Et à tel point, là, puisque on en parlait avant la réflexion, on peut prononcer le mot de censure, puisque au départ, quand il est sorti, le bord de censeur britannique a sauté au plafond, puisque déjà, tout ce qui touche à la religion là-bas, ils sont extrêmement touchy, comme on dit. Donc en plus, pour faire un film, un rythme païen comme ça a été super mal vu, et ça savait que des années plus tard, que le film a acquis cette attitude justement du fait de son traitement. Toi qui es familier justement de l'Angleterre et de l'accueil et puis des médias, tu vois cette couverture, il y a un récit qui s'appelle Ciné Fantastique. Oui, c'est le premier qui a réalisé le film, effectivement, avec un numéro spécial. Je crois que c'était Alan Jones, qui a signé la plupart des articles à l'intérieur, et il fallait retrouver en Arabie. Et c'est vrai que le film, en fait, après, sur la couverture, c'était le Citizen Kane de l'Europe. Donc c'est vrai que le film, en fait, il a une réputation comme ça. Ceux qui l'ont vu, ceux qui déjà connaissent un peu les revues qui l'ont mis à l'honneur, ça lui colle au masque, ce que je dis tout le temps. Et c'est vrai que Christopher Lee, c'est vrai que lui, il avait tout cet héritage de film de la Hammer, et puis la Hammer à ce moment-là, et c'est vrai que c'est ce qui était proposé aussi dans ces coffrets, dans ces films en salle, c'était une deuxième période de la Hammer, c'est-à-dire la Hammer des années 70. Oui, c'était la période, la moins intéressante, c'est pas gentil pour eux, mais ça devenait vraiment commercial. Ce qu'ils cherchaient, c'est là où ils ont commencé à mettre des jeunes femmes des idées de plus en plus, on essaie de à droite et à gauche, sur des affiches aussi.
ouvertement, d'ailleurs, Christopher Lee, la direction de la saga Dracula, c'est des deux au point. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a accepté de signer sur les Victorman pour essayer de se détacher de cette image, parce qu'il voyait bien qu'en fait la Hammer courait après le succès et qu'elle ne retrouverait pas, enfin le succès qu'elle avait eu une décennie, enfin 2 décennies plus tôt. Là, il tombait dans le cinéma d'exploitation, comme faisait l'AMP ou d'autres firmes américaines. Il y avait tout ce côté politique, on pourrait dire, des produits Hammer. Donc, encore une fois, Wickerman s'implique complètement à contre-courant de cet aspect commercial et fantastique qu'on trouve dans le cadre de ce. C'est vrai que depuis le mois d'avril, il y a eu beaucoup de presse qui s'est accumulée et il y a même eu en janvier, alors ils avaient déjà fait un article dans le 1er de janvier, ils ont refait un dossier de 4 pages et je vous invite, soit vous m'envoyez un mail, je vous le renvoie, soit d'autres procureurs. Et il y a un petit interview de Jean-Pierre Dionnet, qui est un des grands aussi passeurs. Pour tout à l'heure, on parlait des passeurs et d'Alain Schlokoff avec son festival ou l'écran fantastique, sa revue. Cet article, en fait, sur 3 pages, il montre à quel point ce petit film, ce premier film d'un réalisateur complètement inconnu, a infusé dans tout le cinéma, mais aussi tout l'art en général. Moi, dans le petit dépliant que vous trouverez dans le hall, j'ai une petite rubrique qu'on a baptisée Horoscope, qui montre, voilà, il y a un clip de Radiohead qui reprend le motif de Wickerman. C'est une chanson qui s'appelle Down the Witch. Il y a Iron Maiden qui a fait sa chanson de Wickerman. Il y a un jeune groupe qui s'appelle The Choral qui a fait son premier album, un titre qui s'appelle Goodbye, où le groupe joue et chante devant un Wickerman en feu. Il y a une procession avec une jeune fille qu'on va sacrifier. Enfin, voilà. Pour les Anglais, c'est quelque chose maintenant qui est devenu très très commun. Et puis de façon plus générale, il y a eu beaucoup. Alors je suis très content d'avoir réussi à avoir Laurent Durieux pour créer un nouveau visuel. Mais si vous allez sur Internet, il y a beaucoup de graphistes, d'illustrateurs qui ont repris des motifs, qui ont créé leur visuel, leur affiche alternative de Wickerman. Et il y a eu, c'est ce que tu parlais aussi tout à l'heure, comme tous les films un peu cultes ou à succès, l'idée de faire un remake. C'est-à-dire qu'avant le remake, il y a eu une suite officielle de Wicker Tree, qui est sortie en 2011, et à l'origine, ça devait être une trilogie. Ouais. Donc de Sean Hardy est mort avant, c'est je crois sur le 3e. Voilà, Robin Hardy qui a fait que 3 films, dès le moment un peu après le succès de Wickerman, avait l'idée de traiter le sujet de la religion comme ça, de la société anglaise sur 3 films. Et d'ailleurs, le second, en fait, ça s'intéresse à ce qu'on appelle les newborn Christians, et ça se passe aux États-Unis, si je me rappelle bien. C'est beaucoup moins sulfureux d'ailleurs que l'original. Là, tu parles de Wicker Tree ? Oui, je peux pas dire que. Alors, The Wicker Tree, si vous êtes curieux, vous pouvez le voir sur YouTube sans sous-titres. Mais c'est une autre version de Wickerman. C'est beaucoup plus soft. Voilà, il n'y a pas toute la puissance et la force de l'origine, clairement. On se plaît à dire que ça fait très commercial, quelque part. Donc, peut-être heureusement qu'on n'a pas réalisé le premier. Oui, c'est comme tout à l'heure tu parlais du remake. Oui, la version avec Nick Cage. Bon, j'ai revu, comme Claire dit, tout récemment. La première fois que j'avais découvert, j'avais beaucoup ri en me disant, bon, c'est encore un rêvé avec Nicolas Cage, il les a vus assez souvent. Et finalement, à la revue, on se dit qu'il y a quand même des idées qu'il a essayé de faire passer. Notamment, il donne tout un passé à son personnage, parce que on ne trouve pas. Je vous invite à le découvrir. C'est vrai que les gens sont assez critiques sur cette version de la butte. Donc c'est Nicolas Cage qui reprend le rôle du policier qui ne voit pas ce qui lui arrive et qui vient mener l'enquête. Mais encore une fois, c'est un policier traumatisé, à la différence de celui Il nous explique les choses. Voilà, pourquoi est-ce qu'il est amené à faire cette enquête et en quoi c'est une espèce de rédemption quelque part. C'est un peu comme toute cette mode des remakes hollywoodiens sur des succès de films de genre, que ce soit des Halloween ou des Carrie ou des Massacres à la tronçonneuse qui reviennent sur un truc qui a un peu été l'électrochoc à un moment, des années 70, des années 80, puis d'un seul coup on fait un remake avec beaucoup plus de moyens. C'est un essai d'intellectualiser le propos aussi, c'est ça qui me dérange parfois parce que ça n'apporte pas
grand-chose de plus, mais ça essaye de donner une certaine légitimité, on va dire, à l'intrigue. Voilà. Tout ce qui peut heurter là dans cette version-là, enfin, moi c'est vrai que quand je le découvre en août 2019, je me dis bon ben j'y vais pas. Enfin, je sais que c'est un film qui est dans le catalogue de Studio Canal, comme le remake d'ailleurs qu'ils ont fait réalisé par Neil Labute. Donc vous avez dedans Nicolas Cage, vous avez comment ça s'appelle je la retrouve. Pas Barbara Hershey, comment ça s'appelle une comédienne, ça me revient. En fait, là, Lord Samurai devient Lady Samurai, c'est une femme qui tient entre guillemets l'île. Et le petit jeu des flèches et des réadaptations, l'île ne fonctionne pas sur ses récoltes de pommes, mais sur les abeilles et le miel. Et c'est une espèce de société patriarcale autour de Lady Samurai. C'est assez malin sur un peu réinjecter autre chose par rapport à notre monde des années 2000. Mais c'est vrai qu'à la fin, on voit un Nicolas Cage qui en fait un peu des caisses comme beaucoup de films récemment. C'est un peu en roue libre, mais c'est une curiosité, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai que voilà, ce dossier-là, je reviens là-dessus, en fait, montre à quel point ce film a fait des petits. Et comment plein de films ou de jeunes réalisateurs se sont appropriés dans leur imaginaire pour faire leurs films. Il y a un petit truc qui avait été vu de Ben Wheatley qui s'appelle Kill List, qui pour le coup, alors je ne sais pas si vous l'avez vu, qui est sorti il y a une petite dizaine d'années, qui est assez spécial aussi et très dérangeant jusqu'à, on va dire, la séquence finale. Et c'est vrai que moi, je sais ce que vous allez voir. Je l'ai vu avant vous, mais je ne sais pas, j'ai envie de vous faire réagir aussi un petit peu sur ce que vous avez dit. Il y a un truc aussi, des questions. Ah pardon, excusez-moi, oui. Non, déjà merci de nous avoir fait découvrir ce film. Si j'ai bien compris, il a d'abord été primé en France, et la distribution à l'international a commencé vraiment à partir de là. En fait, voilà, pour aller très vite, si vous voulez, en 73, le film se tourne avec son budget, sa vraie star, qui est Christopher Lee. Robin Hardy, il n'a jamais rien réalisé. Il y a quand même un personnage qui est très important et qui donne toute la saveur au film, sur son ton et sur le scénario, c'est Anthony Sheffer, qui est un proche de Robin Hardy. Ils ont écrit Frenzy. Et alors voilà, c'est ça. Et en fait, Anthony Sheffer, c'est un nom qui vous dit peut-être quelque chose, et il a aussi un frère qui s'appelle Peter Sheffer. Ils sont tous les deux dramaturges, scénaristes, écrivains. Et Anthony Sheffer, la même année où, dans les 12 mois qui suivent, il écrit à la fois pour le cinéma Le Limier pour Mankiewicz, mais qui est l'adaptation de sa propre pièce, Frenzy pour Alfred Hitchcock. D'ailleurs, il quitte le plateau, enfin, il abandonne un peu Robin Hardy au moment où il va tourner Wickerman, parce qu'il doit partir à New York et écrire pour Hitchcock Frenzy. Et en fait, ces trois films, si vous les reliez un petit peu, surtout si vous avez en tête Le Limier, qui joue autour de la manipulation, c'est-à-dire que comment les personnages se font manipuler par quelqu'un, par une force ou autre chose. Alors, dans Le Limier, il y a moins de personnages qu'ici. Et comment ils ne voient pas ce qui va se passer. Et là, c'est vrai qu'un des sujets du film, c'est aussi ça, c'est-à-dire comment... après, il y a plein de choses qui construisent le Wickerman. Mais c'est vrai que quand ce film se monte, se fait, il y a un réalisateur qui fait son premier film, il a carte blanche, et une fois que son film est fini, il le monte, il dure 1h40. Et pendant cette période-là, le petit studio là, qui s'appelle British Lion, que vous voyez au début et à la fin du générique, est racheté par un grand groupe qui est EMI, qui fait surtout de la musique à la base, mais qui spécule aussi pendant toutes les années 70 sur des compagnies de production de cinéma, qui rachètent des lots d'immobilier, de plateaux, etc. Et les exécutifs, quand ils voient cet objet-là, ils n'en veulent absolument pas. Ils disent, il est hors de question qu'on le sorte. Et entre eux, je fais des raccourcis, mais j'aimerais bien que tu nous parles après de Christopher Lee. Et c'est vrai que Christopher Lee, quand il est dans la pièce et qu'il entend ça, donc avec son film, il ne dit pas grand-chose. C'est pareil, moi j'ai lu ça dans les interviews, hein, à droite à gauche. Et tu me raconteras peut-être par rapport aux rencontres que tu as fait avec lui. D'ailleurs, je précise, aujourd'hui c'est un hasard, mais c'est le jour anniversaire de sa naissance. Il aurait eu 99 ans. Et donc Christopher Lee est un peu en colère,
les laisse parler et décide de proposer le film à ce festival fantastique de Paris, qui est à sa 2e ou 3e édition, qui n'a pas encore eu au Grand Rex. Et en fait, il obtient un prix. Et c'est ce prix-là qui, d'un seul coup, fait tilt dans la tête des exécutifs de l'EMI, qui se disent, ah bah, bon, allez, on va peut-être le sortir après tout. Mais à une seule condition, c'est que ce film soit raccourci et qu'on l'exploite en double programme, comme ça se faisait encore, comme ça s'est fait longtemps aussi un peu en France, des fois dans des cinémas porno, des cinémas de genre, on mettait 2 programmes en même temps. Sauf que là, ça se faisait encore au Brady, voilà, très récemment. très récemment. Non, mais à l'époque, c'était encore une pratique courante. Sauf que là, ce qu'il faut savoir, c'est là où c'est marrant aussi, c'est que c'était donc jumelé un film, on va dire, un peu plus prestigieux, et un film de série B, plus petite production, donc The Wickerman, qui a été réduit de 1h40 à 1h20-25, je fais des raccourcis pour raconter ça. Il était jumelé avec un autre film, c'est marrant, qui est ressorti cette année en septembre en salle et qui ressort en édition DVD Blu-ray chez Potemkin, c'est Ne vous retournez pas de Nicolas Roeg, avec les stars, on va dire, de l'époque, qui étaient Donald Sutherland et Julie Christie. Versus ce petit film malsain dans une île écossaise qui n'existe pas, puisque ce Sonora n'existe pas, c'est plein de petits villages écossais qui composent le lieu de l'île. Mais rapidement, parce que vous avez dit que le Board of Censors l'avait descendu, c'est ça? Oui. Je posais cette question, en fait, c'est en France, il a été reçu comment? Enfin, je ne suis pas spécialiste de cette époque, mais non. Je sais que les valseuses, ça... En fait, je vais vous dire la vérité, en fait, c'est que le film a été montré en France dans ce cadre-là de festival. Il y a eu des copies. Il a failli ne jamais sortir. Il est sorti en Angleterre, donc tout de suite montré dans une version d'1h25. C'est celle-là qui est montrée. À l'international, il a un petit peu. Donc, quand je dis est sorti en salle, c'est dans quelques salles et c'est pas une sortie massive, hein, c'est double programme, c'est autre chose. Aux États-Unis, c'était même topo, sauf qu'à l'époque, ils avaient envoyé une copie à Roger Corman, qui était producteur et réalisateur, et que lui a toujours eu une copie, paraît-il, complète. Mais il l'a jamais sorti, et ils ont fait tourner le film. Encore une fois, c'est Robin Hardy et Christopher Lee qui le faisaient tourner, et qui le passaient dans quelques grandes villes où il y a eu peut-être une petite exploitation dans des drive-in. En France, il n'est jamais sorti. Figurez-vous qu'il a eu son premier visa, c'est-à-dire que pour sortir un film, il faut le montrer, il faut l'exploiter, et qu'il soit proposé à tous les publics ou avec des mentions, etc. Il a été inscrit en 2007 par les Acacias, qui sont une société qui sont des collègues de distribution classique et de patrimoine, qui l'ont sorti en 35 mm à l'époque, avec pas assez de succès, je trouve. Mais sinon, le film avant n'était pas commercialisé, sauf, et je rebondis sur aussi Dionnet qui apparaissait dans cette interview de ce site de première, sauf qu'au milieu de tout ça, vous avez un film qui existe parce que il y a aussi des transferts numériques, donc il a été passé sur Canal+, dans les grandes années de Canal, à la fin des années 80, dans Cinéma de quartier, qui était la rubrique de gens que portait Dionnet. Après, il a fait une édition DVD aussi, Cinéma de quartier, qui est épuisé, qui est introuvable. Donc il a continué son culte, j'ai envie de dire, un petit peu de la main à la main avec les amateurs de genre, les lecteurs de Mad Movies, de l'écran fantastique, ou dans des séances très spéciales pour des festivals, des choses comme ça. Qu'on peut signaler aussi, c'est qu'à sa sortie. J'arrête de parler parce que c'est toi qui... Pas de souci. C'est qu'en 1974, il a été, enfin, on ne va pas dire présenté au Festival de Cannes, mais il cherchait des acheteurs à Cannes. Oui, il y a un marché féminin. Vous avez même rencontré un Wickerman d'Osier devant, et toute la presse en a parlé à ce moment-là. Alors ça, moi j'adorais que tu me fasses suivre des... Ah ben, les photos, c'est un peu trop jeune, à cette époque. En fait, il y a plein de choses qu'on lit ou qu'on entend et qui sont colportées comme ça toujours dans les choses, mais c'est vrai que trouver des traces, c'est hyper dur en fait. Il faudrait aller voir du côté de la revue mythique de Michel Camp, qui sont en train de rééditer à l'heure actuelle. La revue qui précède l'Écran Fantastique, qui a servi de... Midi Fantastique, voilà, j'en ai beaucoup de l'heure. Alors je connais, il y aura cette génération de livres pour l'époque. Mais je suis allé vérifier effectivement, donc le film cherchait des acteurs à Cannes en 1974, et apparemment on n'a pas trouvé pour la France. Ça, j'en ai souvent entendu parler, de même aussi à l'époque de la rumeur comme quoi vous avez plusieurs personnages féminins, vous en parlez aussi des castings de
le CEDAM que tu as peut-être rencontré. Oui, j'ai eu cette chance. Et c'est qui alors que tu as vu Eh ben, j'ai rencontré Ingrid. Ingrid Pitt, c'est celle qui fait la bibliothécaire. Voilà, et puis bon, très furtivement, j'ai rencontré Britt Ekland, l'obsèque de Ellington il y a 2 ans. Oui, Britt Ekland, c'est celle qui fait Willow, la fille de l'aubergiste. Et d'ailleurs, bon, je vais rebondir un tout petit peu sur James Bond, mais si on retrouve Christopher Lee et Britt Ekland dans le Box Toledo 1 an après, c'est à cause de Wickerman, parce que Christopher Lee l'a pris sous son aile protectrice, et a dit hop, on va tourner avec mon copain, et hop, voilà, c'est comme ça que c'est devenu mon père, simplement. Après, au niveau des souvenirs, j'ai commencé par Ingrid. En fait, moi j'avais organisé en 2006 une rétrospective Hammer pour le Festival de Valenciennes. On avait essayé de retrouver tous les survivants de l'époque. Il y en avait déjà plus tant que ça, malheureusement. Dans les filles, on avait eu Ingrid Pitt, Caroline Monroe et Valérie Léon. Les 2 dernières étaient charmantes, sympathiques et coopératives. Redis-nous Caroline Monroe, alors c'est quoi ces films? Caroline Monroe pour la Hammer, c'est un des Dracula, c'est ensuite qu'elle a démarré, non, elle a fait Captain Kronos dans Vampire Hunter, c'est une bohémienne, et elle est, je crois, dans le Dracula années 73, un des Dracula contemporains, c'est un tout petit rôle. Mais c'est la Hammer qui a dit qu'elle est pliée. Donc je reviens sur Ingrid, et j'utilise des chimiques pour dire qu'elle était imbibée. À tel point qu'on ne pouvait pas la tenir, c'est-à-dire que c'était la terreur des organisatrices, parce qu'on ne savait pas du tout ce qu'elle allait répondre au public, on a fait aussi des séances de questions-réponses et tout ça. Et la Ingrid, déjà, elle se voyait à nouveau comme la star du moment, elle pensait refaire carrière et tout ça, et donc Caroline et Valérie à côté étaient horrifiées en disant mais redescends sur terre, la Hammer c'est terminé, on est dans les années 2000, du calme, tout ça. Mais parce que jusque dans les années 70, surtout, enfin milieu 70, là. Oui, tout à fait. Et puis la carrière de Ingrid s'est arrêtée, oui, on peut dire en 76, 77, si je dis pas de bêtises. Et il n'y a pas longtemps, je te le coupe, Arte a diffusé, je ne sais pas si vous l'avez vu, un film avec Clint Eastwood et Richard Burton qui s'appelle Quand les éclata, qui a fait les 2. Les Allemands, effectivement, les aides. Il fait une résistance. Donc voilà, et donc la Ingrid, elle était tout simplement ingérable, et il y a même une anecdote qui aujourd'hui me fait beaucoup rire, mais c'est qu'elle a essayé de me draguer. Mais carrément, je veux dire, elle était avec son mari, qui était à côté, le pauvre homme, il ne savait plus quelle attitude de prendre. Bon, sur le coup, moi ça m'a pas trop fait rigoler, maintenant je trouve ça plutôt amusant et charmant quelque part. Mais bon, voilà, elle n'avait plus conscience que son heure de gloire était passée, je veux dire, comme c'est. Alors qu'encore une fois, Caroline et Valérie à côté étaient beaucoup plus réalistes. Et voilà, elles ont essayé de raisonner leur consort. Et Christopher Lee, tu m'as dit que tu l'as rencontré à quelle occasion? Christopher Lee, j'ai rencontré 3 fois. Une première fois à Paris, quand il est venu au consulat d'Angleterre pour une exposition qui avait lieu sur les visuels de Lord of the Rings de Jackson. Donc il était venu avec sa femme, il avait eu un petit vernissage, donc je ne sais pas par quel miracle il avait réussi à me glisser là-dedans. Et donc, comme c'était la première fois que je voyais Dieu sur Terre, je vais l'aborder gaillardement. Je lui parle en anglais. Et je le vexe, le monsieur, mais à mort. Et il me dit, mais monsieur, je parle tout à fait correctement français, il a pris de haut. Donc là, ça commençait mal, si j'ose dire. Voilà, donc c'était... La conversation a tourné un petit peu court pour cette première rencontre. Quelques années plus tard, donc, le Canal m'a envoyé à Londres pour faire un portrait. Là, c'était à l'occasion d'une expo sur James Bond, donc il était parmi les guests. Manque de chance pour moi, il m'a reconnu, donc voilà. Mais il a été beaucoup plus sympathique, et c'est là justement où il s'est un petit peu épanché sur The Wicker Man, en disant qu'il avait toujours regretté que le film n'ait pas eu la carrière qui lui était destinée, parce qu'il s'était investi vraiment à 200% dedans. Je crois que même financièrement, il a participé à la production, qui est allé avec ses propres billes, si j'ose dire. Et donc, quand le distributeur amasse un tel film, il dit qu'il n'a pas supporté. Disons que, en fait, c'est plein de concours de circonstances. Si c'était pas un peu fâché, s'il n'avait pas proposé en France, je pense que le film serait resté vraiment invisible et il n'y aurait pas eu cette fausse
début de carrière, ce faux début de carrière avec une version raccourcie en Angleterre. Mais c'est ce qui a fait perdurer le film quand même dans les esprits. Et après, avec voilà, moi, si vous parlez, vous avez pianoté sur Facebook ou autre, il y a un groupe qui s'est créé au début des années 2000 dans l'idée de restaurer le film dans sa version la plus complète. Il y a eu un appel mondial à qui a une copie, qui a des éléments, etc., pour composer la version la plus longue et fidèle au réalisateur possible que celle qu'il avait montée en 73 et qui durait 1h40. Et il existe, voilà ce que vous voyez ce soir. Donc là, c'est pareil, vous voyez un petit peu les petits bouts qui très, très, très précis, mais se rend compte quand même. Il y a cette scène, en effet, au début là, de la messe, et qui plante un peu le personnage du policier, mais se dire qu'à la base, le film commençait avec le générique et l'hydravion, par exemple. Que quand il y a la première nuit au Green Manin, quand le policier va dans sa chambre et tout, toute la scène où vous voyez l'escargot, Christopher Lee la première fois en kilt, qui est un petit peu qui a altéré, hein, mais qui est une scène de nuit, ça c'était coupé aussi. Si bien que Christopher Lee arrivait beaucoup plus tard dans l'histoire. Il y a aussi beaucoup de scènes, enfin, on a vu où il a dit que lui, en fait, il expliquait son personnage, comment c'était, enfin, toutes les croyances de l'île et tout ça, qui était effectivement super intéressant dans la conduite de l'histoire. Malheureusement, tout ça a disparu. Donc, Après, quand on découvre le film, c'est vrai qu'il a une. En dehors de se dire qu'il manque peut-être, c'est pas beaucoup, sinon c'est vraiment des petits bouts de séquence à chaque fois. Pareil, il manque des scénettes du policier avant qu'il prenne son hydravion. Quand il découvre la lettre au début, on lui explique, on lui donne sa mission. Là, il débarque et c'est vrai qu'il arrive et qu'il comprend tout de suite qu'on lui montre, qu'on lui cache quelque chose. Mais ce qui fait aussi tout le sel du film, c'est. Enfin, moi, c'est ce qui m'a beaucoup plu et accompagné parce que je réécoute la musique tout le temps et qu'il y avait aussi un toile. Et c'est marrant, moi je suis venu vers le film parce que j'avais beaucoup entendu parler de la musique du film par un autre biais, parce que je suis amateur de musique de film et qu'elle était aussi introuvable. Et c'est vrai qu'à la fin, ça fait un objet qui est plus que ce film fantastique qu'on nous vend tout le temps. C'est un film assez un ovni, carrément. Ouais. C'est pas beaucoup dans l'histoire du cinéma. Je signale aussi, parce que là je rebondis à propos de Christopher Lee, qui est amusant. Il a même pas une séquence, c'est-à-dire qu'on lui rend hommage dans The Wicker Tree sous la forme d'un portrait, qui est censé être l'ancêtre donc du gourou. Il fait une apparition indirecte. Oui, tout à fait, voilà. Et je trouvais ça sympathique quand même de rendre hommage à l'acteur de ce moment. Donc si vous avez envie d'en savoir un peu plus, ne vous forcez pas. Soit vous allez voir le remake, soit vous allez sur YouTube, vous allez voir The Wicker Tree avec des sous-titres et des sous-titres un peu automatiques. Mais bon, c'est vrai que c'est un peu un gâchis quand même. C'était un le réalisateur qui essaie de refaire un film. Exactement, je vais toucher le jackpot une deuxième fois. Alors que, mais c'est dommage parce que la thématique des Newborn Christians, ça aurait pu effectivement donner lieu à un truc très incisif aussi. Ouais. On a l'impression qu'il s'est bridé quelque part. Enfin, lui, peut-être sa production, ça, je ne sais pas. Ça n'a pas du tout le même impact que l'original. Ouais, c'est dans ce sens-là en fait aussi que se réexplique la couverture de ciné fantastique, le Citizen Code de l'horreur. C'est un film qui d'un seul coup fait tout renverser, mais en fait il n'est pas devenu le Orson Welles de l'horreur. Oui, mais ça fait du survie quand même, c'est clair, assez extraordinaire. Je ne sais pas si bonsoir, si vous en faites. Et juste la troisième rencontre donc. Ah oui, des autres rencontres. La troisième, même année, 2002, toujours en Angleterre, c'est un tournoi de golf caritatif organisé par la Ian Fleming Foundation, et donc qui se déroulait à Stock Park, qui est le golf où ils ont tourné Goldfinger, c'est un bel hommage. Et ils avaient réuni donc là le gratin du gratin. Pas de presse, bon, comme moi j'avais la chance de connaître les organisateurs, j'ai pu passer incognito, mais il était encore une fois là hors de question que j'approche quiconque pour les saluer parce qu'ils étaient là en privé. Et c'était juste voilà, histoire de s'amuser, comme ça c'était un événement caritatif. Je crois que le prix était donné à une association. C'était qui C'était les anciens. Les anciens méchants, les anciennes girls, il y avait même une connerie à l'époque, puisque c'est une gauche qui pouvait pas rater ça. Il y avait George Lazenby aussi, qui est celui qui a fait Cannes. Il y avait des réalisateurs, oui, parce que les réalisateurs
pu les choper. J'ai fait une interview avec John Glenn qui était là. Et puis il y avait les girls, je veux dire, habituelles, entre guillemets, donc toujours Caroline, bien entendu, notre copine, qui est toujours sympathique. Il y avait Barbara Bach, il y avait aucune française, malheureusement, c'est dommage. Ça c'est pareil, on est dans les années 2000 à peu près 2002, très exactement, c'était les 40 ans de la saga Bond. Ah oui, alors ce qui est marrant, c'est qu'il y a un petit rapport de Sean Connery, c'est que c'est Diane Cilento qui joue l'institutrice. Alors c'est marrant, les trois girls de Samurai, elles ont chacune une forte personnalité, une filmographie, et elles ont été mariées avec des personnalités. Diane Cilento, l'institutrice, au moment où elle fait ce film-là, et c'est l'épouse de Sean Connery. D'accord. Ils vont se séparer après. Brit Eklund, alors ça fait partie aussi des petites rumeurs qui est autour du film. À l'époque, c'est la petite amie de Rod Stewart. Avant de devenir celle de Victor Seller. Voilà. Quelques mois plus tard. C'est-à-dire que Brit Eklund est devenue célèbre dans les années 60, entre guillemets, parce que c'était une starlette suédoise qui commençait à jouer un petit peu dans des films à l'international. Elle a rencontré Peter Sellers, ils se sont mariés. Ils se sont séparés. Et puis après, c'est vrai qu'elle a souvent été avec des musiciens. Donc elle était la petite amie de Rod Stewart. Donc si bien qu'à l'époque, c'est pareil, si on commence à dire les choses sur Zoe Kerman, une espèce de légende urbaine qui voudrait que Rod Stewart ait voulu couper toutes les scènes sur toutes les copies où sa petite amie apparaît assez nue, sachant qu'elle est nue de face, mais de dos, c'est une doublure qu'il a remplacée pour la scène érotique de Zoe Kerman et d'amour par procuration pendant la dernière nuit du lieutenant, oui. Tout à fait. Rien à dire. C'est pour ça que je regrette vraiment de ne pas encore avoir eu l'occasion de pouvoir converser avec quelqu'un, parce que je suis sûr qu'il y a pas de bonnes choses à remporter. J'ai fait d'ailleurs pareil, avant cette rencontre ce soir, j'avais fait des recherches sur le net, et je me suis rendu compte qu'il n'existe pas vraiment de bouquin officiel making-of consacré au film. Il y a eu plein d'études, notamment au DSA et compagnie, mais quelque chose qui aurait été écrit par l'un des survivants de l'équipe technique, ça reste à faire. Et personnellement, j'attendais ça avec une certaine impatience pour vraiment connaître tous les détails de la production, tellement on a été complexe. Ouais. Bon, bah, écoutez, merci beaucoup à vous. Merci Kevin, merci Marc. Une fois merci. Donc n'hésitez pas à venir vous servir. Marc est arrivé comme d'habitude, les bras chargés de cadeaux. Des bricoles.